Salut à tous, on est ravis de vous retrouver sur motorstv.com. Ça y est, c'est la fin des vacances, c'est la rentrée des classes, c'est un nouveau numéro du débriefing F1 parce que la saison de F1 a repris. N'est-ce pas Jean-Luc, le Grand Prix de Belgique a eu lieu. Il en est fortement question. Bonjour LFB, salut à tous. Tu as pris de bonnes vacances quand même, tu as pu te reposer un petit peu. Excellent, un vrai bonheur. Te ressourcer. Ah tout à fait, je suis resté connecté quand même, Oui. évidemment on ne peut pas s'empêcher. Mais bon, ça fait du bien de s'aérer l'esprit. Je pense que c'était le cas pour les pilotes également qui ont eu 15 jours peut-être pour se refaire une santé. J'ai eu l'impression que le feuilleton un petit peu de cette intersaison, enfin de ce break estival, c'était un peu l'histoire Raikkonen, Red Bull, ira pas. On va en parler d'ici quelques instants. On va en parler. Je te propose dans un premier temps de revenir un petit peu sur le résultat brut de ce Bien Grand sûr. Prix de Belgique, donc le 11e de la saison, et oui, Déjà. sur les 19 au programme, oui. D'ailleurs, tiens, en parlant des Grands Prix à venir pour l'année prochaine, j'ai l'impression que ça va pas être triste. Hein. On annonce des nouveaux pays, des nouvelles dates pratiquement tous les week-ends. Oui, a priori, on serait plutôt sur 22 dans l'état actuel Oui. des choses. Donc, autant dire qu'il y a des grands prix qui vont faire les frais, malheureusement, de cette réorganisation. On parle déjà de la Corée du Sud, dont on sait que financièrement, elle a des problèmes depuis déjà un peu récurrents, même si le Grand Prix n'est pas très long. On parle de l'Inde, parce qu'il y a des problèmes administratifs et fiscaux. Donc, déjà, ces deux-là, a priori, ne survivraient pas, entre guillemets, en tout cas pas au-delà peut-être de la saison 2013 Voilà. ou 2014, à voir. Mais on parle donc de la Russie, ça on le savait, Oui. Sochi. Oui. New Jersey, on s'interroge un petit peu. Mexique, le Mexique arrive aussi Alors, sur l'échiquier. oui. L'Autriche, a priori, c'est fait. Bah, écoute, tu sais, de toute façon, il ne faut pas être devin et pas avoir de boule de cristal et pas lire dans les pensées de Bernie Ecclestone, qui est toujours le grand Manitou de la Formule 1, parce qu'on ne trouve pas d'autres mots. C'est vraiment par lui que tout passe. D'ailleurs, il faut rappeler que c'est exceptionnel dans l'ensemble des sports de très haut niveau qu'un seul homme comme ça soit capable de décider. Alors, on ne va pas négliger, bien sûr, le rôle de la FIA, qui entérine les calendriers, les règlements, etc. Mais c'est quand même Bernie qui décide. Et donc, comme tu le disais, bah, effectivement, il y a des intérêts énormes. Quand on a deux pilotes mexicains en Formule 1, ce qui, de mémoire, moi je crois, n'est pas arrivé depuis très longtemps. Si c'était déjà arrivé, il faudrait remonter à l'époque des frères Rodriguez et de bon, etc. Mais on sait qu'il y a Carlos Slim, évidemment, derrière et qu'il y a des moyens financiers colossaux. Et c'est logique qu'il y ait quelque part un Grand Prix du Mexique. Moi, ça ne me choque pas. Bon, allez, cette introduction étant faite, on va revenir vraiment donc sur ce Grand Prix de rentrée. On se plaint pas en tout cas hein, d'avoir chaque année à venir non, à Spa-Francorchamps, quel circuit Ah, formidable. Hein, attends, enfin, la référence absolue, Bah oui, voilà, je vais voilà. le dire une fois, le toboggan des Ardennes, le juge de paix, le favori des pilotes, celui qui fait, je ne sais pas quel mot utiliser pour rester poli, mais qui fait vraiment fantasmer, qui fait plaisir à tout le monde, voilà, que du bonheur. Et c'est donc une victoire pour Sébastien Vettel, qui était déjà leader du championnat du monde, triple champion du monde en titre, Pas vous si le savez. vite, pas Ouais, si pas vite, si mais vite. tu anticipes Enfin, un oui, peu. parce que peut-être. Oui, oui. j'allais te dire qu'il est encore plus que jamais bien placé pour être quadruple champion du monde. Enfin bon, il fallait déjà aller gagner ce Grand Prix de Belgique, il l'a fait. Est-ce que tout s'est joué dans le premier tour ? Je dirais même dans le premier tiers de tour du premier Alors tour. écoute, oui, parce qu'il Oui. l'a voulu. On se disait que bon, le garçon allait être fort, mais personne ne savait véritablement, et c'est ça qui est intéressant également à Spa-Francorchamps, c'est que compte tenu là aussi de la météo qui a été extrêmement changeante dès le début du week-end, particulièrement pour les qualifs, etc., personne finalement avait vraiment une vision globale sur le sec de la capacité des pilotes à rouler vite en peloton, c'est-à-dire en course, parce que c'est encore différent d'un tour de qualif. Donc savoir comment on va maîtriser l'usure des pneumatiques, comment on va utiliser le fameux DRS dans les lignes droites en paquet, enfin etc. Tout un tas d'éléments, le freinage, et on a vu que malheureusement, a priori, c'est ce qui a coûté très cher à Raikkonen, etc. Et là, on a compris rapidement, le patron, il est là, le patron, il est triple champion du monde, et le patron, il a gagné. Voilà. Et il a dit dans le premier tour, attendez les gars, derrière, vous allez faire ce que vous voulez, et il l'a fait de manière extrêmement intelligente, comme d'habitude, c'est-à-dire, moi j'ai tout en tête, hein, les écarts, hop, il le porte à 3 secondes 8, 4 secondes 1, etc. Il dit, bon, là, on stabilise un peu. On s'est dit, il va flinguer ses pneus, mais pas du tout. Et donc, il change, il observe ce qui se passe derrière. Il a compris que son adversaire direct, c'était Alonso. Et bon, on rentre dans le Grand Prix. Je ne sais pas si tu as cette impression, mais quand on parle maintenant des victoires de Vettel, surtout avec la manière telle qu'elle s'est passée là en Belgique, maintenant, c'est commun de dire à la Vettel. On est maintenant habitué à ce genre de domination un petit peu claire et nette hein, de sa part. Alors, tu sais, ça me fait vraiment plaisir que tu dises ça. Bon, moi, je ne le cache pas, j'admire ce pilote et j'aime bien l'homme, malgré il y a eu quelques écarts avec Weber, etc. Mais bon, ces gens-là, ce sont des champions, ce sont des pur sang, ils ont une personnalité et la sienne, je la trouve vraiment sympa. En plus, bon, on a eu la chance tous les deux de le connaître assez jeune. Moi, c'est un type que j'admire, que j'apprécie, parce que justement, non, il n'est pas arrogant par rapport à d'autres qui l'ont pu l'être dans le passé. Il est
toujours très content de ce qu'il fait. Il a toujours cette fraîcheur de la jeunesse. Il a cette maîtrise maintenant, ce talent. Alors, c'est le plus fort. Alors, c'est le plus fort, mais il n'a pas la meilleure voiture. On va y venir. Parce que si on regarde ce qu'en fait son équipier, qui est un très très bon pilote, Mark Webber, qui est sur la fin et qui a envie de prouver à quel point il était bon, même s'il quitte la Formule 1 pour aller chez Porsche, eh bien, on a une idée du potentiel réel de la Red Bull Renault. Et j'oserais dire, pour faire le parallèle avec la Ferrari, il faut voir ce qu'en fait Massa. On a l'idée du niveau réel de la Ferrari. On a 2 pilotes exceptionnels qui s'appellent, évidemment, les 2 premiers du Grand Prix, Vettel et Alonso. Voilà. Bah oui, Weber termine 5 et Massa 7, respectivement, par rapport à leurs 2 chefs, si j'ose dire, leurs 2 coéquipiers. Ils sont une trentaine de secondes derrière. Il faut voir les écarts. Voilà, on a compris les écarts. Ça, quand même, en 44 tours, ils prennent entre 6 et 8 dixièmes au tour et je suis gentil. Voilà. Mais alors, dis donc, en parlant d'Alonso, si j'étais un petit peu provocateur, je te dirais, bon, il part 9, il fait 2. Bon, il part 5, il gagne. Donc c'est en qualif. Tu peux. Écoute, tu peux. Alors évidemment, après les qualifs qui ont été extrêmement décevantes, puisqu'on l'a vu, les Lotus Renault se retrouvent sur la 4e ligne et les Ferrari encore plus loin. Et Alonso, alors il y a la petite remontée de bretelles, c'est comme ça qu'on dit chez Ferrari, où bon, il s'est un petit peu égaré. On a vu, bon, on va pas revenir là-dessus, on en a parlé après le Grand Prix de Hongrie, où on voit qu'il est mécontent, mais on a bien compris, c'est quand même pour pousser son équipe. C'est une manière, en utilisant la communication extérieure, de dire à l'équipe, les gars, donnez-moi une voiture au moins aussi performante que celle de mes adversaires, voire meilleure. Il n'y a pas de raison. Bon, et il a utilisé ce moyen qui était peut-être maladroit, mais on peut le comprendre. Vice-champion du monde, il en a marre, et pourtant, il va peut-être falloir qu'il s'habitue, parce que là, effectivement, je réponds à ta question, non, je pense qu'il ne gagnait pas, parce que je pense que malgré tout, Vettel, il avait un petit quelque chose en plus, et je pense, et c'est la question de David Coulthard sur le podium, donc il a interviewé, c'est lui qui était chargé de... Et quand il lui a dit, finalement, de l'extérieur, on s'est dit qu'à la fin, ça avait l'air tranquille. Alors évidemment, une victoire, quand elle est comme ça, je pense qu'il y en avait encore un peu, donc je pense que de toute façon, non, Vettel aurait gagné. Donc bravo Alonso, parce qu'effectivement c'est une superbe progression sur l'ensemble du week-end. J'ai quand même un petit peu peur, et c'est ce que tu viens de dire, que c'est un peu comme l'an dernier. D'accord, il y a des très bons résultats à aller chercher, mais il manque peut-être la dernière marche qui fait que c'est Vettel qui est devant, et voilà. Absolument, LFB, pour corroborer et appuyer sur ce que tu dis, les pilotes, quand ils sont, j'allais dire, dans la chambre froide, juste après le Grand Prix, c'est ils sont toujours entre eux. intéressant. C'est toujours intéressant, cette petite caméra, parce qu'ils l'oublient. Comme ils sortent, ils enlèvent les casques, etc. Complicité d'ailleurs là, entre le vainqueur Vettel et Hamilton. Tout à fait. Ils discutent, ils sont contents, ils sont là. Bon, il y a Alonso dans le coin qui fait la tronche, il n'y a pas d'autre chose, qui masque. Il masque pourquoi? Parce qu'il dit, ok, j'ai compris, je ne serai pas champion du monde. Et là c'est paf, l'addition. Là, il a compris que même si les Ferrari vont aller vite à Monza, on en parlera enfin, évidemment, comme toujours, les Ferrari vont toujours très vite à Monza. Donc cette année, elles iront très vite. Mais pour être champion du monde, l'autre, il est parti, et il est parti loin devant. Alors, tiens, sur le podium, Hamilton, tu en parlais. Alors, autant il y a cette petite écart de performance, on peut le dire, Vettel-Weber, Alonso, Massa, on vient d'en parler. Autant chez Mercedes, Hamilton-Rosberg, ils ne se sont pas quittés. Ils étaient l'un derrière l'autre tout le Grand Prix. Écoute, ça c'est super, parce que là, ça démontre d'abord les progrès qui ont été faits par l'équipe, naturellement. Ça, on l'avait compris depuis longtemps. Là, ils sont, j'allais dire, ces progrès, ils sont quelque part fiabilisés, parce que les 2 pilotes, comme tu le dis, 2 secondes une, je crois, il y a d'écart exactement entre les deux. Bon, t'en dis rien du tout. Avec Hamilton devant Rosberg, mais Rosberg, là aussi, après la victoire d'Hamilton en Hongrie, a montré qu'il en avait lui aussi du courage et du talent, qu'il était du niveau d'Hamilton, et que ma foi, même si au championnat il est un petit peu derrière encore, mais il y a à compter, les Mercedes sont là. Donc la deuxième moitié de la saison, à moins d'un revirement absolument incroyable, et bien évidemment l'homme fort c'est Vettel, le challenger c'est Alonso, et puis il y a les 2 Mercedes qui vont être là. Si jamais il y a un problème mécanique ou accrochage ou sportif ou ce qu'on veut, ils seront là. Et les deux. Et au championnat du monde des constructeurs, Mercedes est bien deuxième. Absolument, et bien deuxième, 235 points. Bon, évidemment, c'est loin des 312 de Red Bull, mais c'est quand même devant la Ferrari, voilà, 218, et puis derrière, évidemment, il y a un trou avec Lotus qui a fait une mauvaise opération. Alors, les Lotus Boys, parlons-en. Alors, Kimi Raikkonen, fallait bien que ça arrive, c'est ce que j'ai envie de dire. On savait bien que sa série de résultats, il y avait 2 séries en fait. Il y avait dans les points, 27 ou 28, 27. Et il y avait à l'arrivée. Et là, c'était plus de 30, c'est pas 39. Absolument. Donc voilà, c'est fait, il a abandonné. Alors, c'est pour une histoire idiote. T'as entendu parler, là, c'est le Tir-Off qui aurait un petit peu augmenté la température au niveau des freins, je sais pas. Alors après, on est incapable de savoir, parce que l'écurie dit exactement ce qu'elle veut. Ce que nous avions remarqué, Patrick Tambay l'avait remarqué en direct aussi, c'est que sur les gros freinages, c'est-à-dire le freinage des combes notamment, et puis un des autres, c'est-à-dire celui qui revient sur la dernière chicane, il y avait un panache vraiment de carbone vaporisé qui s'échappait de la Lotus Renault de Kimi Raikkonen. C'est jamais bon signe. Alors c'est jamais bon signe, ça veut dire probablement qu'il y a une surchauffe des freins à cet endroit-là, qui sont les 2 énormes freinages où on est à plus de 300 km/h, donc c'est
vraiment énorme et ça veut dire que ça ne peut pas durer toute la course. Alors qu'après on nous dise, tu sais, je vais pas faire de l'humour à bas prix parce que je n'en sais rien, l'écurie dit ce qu'elle veut, mais ça me rappelle un petit peu chez Ferrari quand on voyait le moteur exploser, un panache de fumée, on disait, il y a où une petite problème électrique. Bon, là c'est un peu la même en couleur, c'est-à-dire que là on dit, ah oui, il y a un petit problème de visière. Bon, on dit ce qu'on veut. Moi, je pense qu'il y a eu un problème mécanique assez fort et malheureusement, ça a coûté à Raikkonen la fin de la série. Pour reprendre sur le début de ta question, toute série doit s'arrêter à un moment. Il fallait bien que ça s'arrête et malheureusement. Alors, je disais une chose, il faut toujours corriger. Ce qu'a fait Raikkonen est exceptionnel, mais il faut rappeler que maintenant, les 10 premiers marquent des points. Pendant longtemps, il n'y a eu que les 6 premiers qui marquaient des points. Donc, ce record était plus facile à établir aujourd'hui que dans le passé. Oui, tout à fait. Alors, Raikkonen, je voudrais qu'on y revienne. Bon, alors, tu nous avais dit, mais tu n'étais pas le seul, et on pensait tout ça, qu'il allait chez Red Bull. Il semble bien que non. Alors, il semble bien que non. Alors là, les dernières infos, si vous n'avez pas écouté RMC hier dans l'après-midi et en fin de soirée, après le Grand Prix, apparemment, Mark Webber, et c'est une info d'Antoine Arlot de RMC, qui travaille bien sûr avec nous, avec Patrick, Mark Webber aurait déclaré à une télévision australienne qu'il était ravi qu'après son départ de la Formule 1, l'Australie soit toujours représentée par un de ses compatriotes et au sein de la même équipe. Donc je crois que le message est clair. Mark Webber, ou alors il s'est trompé, ou alors vraiment c'est de la désintox, mais bon, je pense que c'est fait. On peut dire que très probablement à 90%, c'est fait avec Ricciardo. Et les infos, alors pour le coup, que l'entourage de Raikkonen avait laissé filtrer il y a quelques jours en disant les conversations sont interrompues pour le moment avec Red Bull Renault, seraient exactes. Alors on va quand même mettre le conditionnel jusqu'au bout, parce qu'effectivement, mais oui, je reconnais, moi je pensais que Raikkonen était quand même la meilleure opportunité. Apparemment, ça ne serait pas le cas. Bon, tant mieux pour Ricciardo. Cela étant, l'Australien Ricciardo fait un super Grand Prix parce qu'ils étaient mal qualifiés chez Toro Rosso. Là, vraiment, c'était une grosse déception à l'issue des essais, la position de Jean-Éric Vergne. Ah oui, mais là, ils sont complètement loupés. Là, Mais dans la course, Daniel Ricciardo revient dans les points, 10e. Et c'est mine de rien une petite démonstration qu'il a faite. Moi, je l'interprète comme ça, Jean-Luc. Tu as parfaitement raison. C'est une très belle performance. D'ailleurs, Jean-Éric faisait la tronche, lui aussi. Après, il l'a mal vécu parce qu'effectivement, lui termine 12e. Il est en dehors de points, malheureusement. Il est avec un petit écart quand même sur son équipe. C'est pas beaucoup si on additionne, mais il est derrière. Et là, il partait derrière. Il partait derrière. Et là, c'était pas le bon moment. Donc, c'est clair que là, Ricciardo a marqué des points dans tous les sens du terme. Et peut-être, si cette annonce est imminente maintenant, parce que maintenant que ça a filtré dans une télé australienne, ça va savoir dans le monde entier, je pense qu'effectivement, là... Bon, attends, ça sécurise Jeff, comme je l'ai dit. Celui des deux pilotes français qui voyait son équipe partir, pour moi, il est sécurisé. Donc, ça veut dire que Jeff, de toute manière, sera chez Toro Rosso. Voilà, c'est la bonne nouvelle. Allez, en quelques secondes, une rafale de questions pour toi. Grosjean, un seul arrêt. Est-ce que c'était une bonne stratégie? Mais non, c'est une hérésie. Moi, je l'ai dit en direct tout de suite. Parce que quand j'ai vu au bout de 2, 3, 4 tours qu'il perdait entre 2 et 3 secondes au tour, j'ai dit, il faut l'arrêter, il faut revenir à une stratégie à 2 arrêts. Je ne sais pas ce qu'on a fait chez Lotus, mais là, on s'est planté. Voilà, je réponds. Et d'ailleurs, Romain l'a dit et il va le dire. Enfin, Button, bien. Alors certes, il y a eu ce dernier arrêt, la raison l'a emporté, mais il s'est montré. Button, il s'est montré, la McLaren est en progrès, Button est bon, c'est quand même un champion du monde, et voilà, bon résultat. Moi j'ai bien aimé Sutil, qui dans des conditions difficiles réussit aussi à aller dans les points, alors que Di Resta, c'est vrai qu'il y a l'accrochage. Il y a l'accrochage à 4 avec Maldonado, on ne comprend pas trop ce qui se passe. On sentait que ça allait mal se terminer. C'était chaud. Et puis dernière question, superbe performance aux essais de Guido van der Garde, on peut quand même le citer une fois dans l'année, extraordinaire ce qu'il a fait devant Charles Pic, qui lui était hélas dernier, Bianchi-Chilton, pas mal aussi en Q2. Bianchi, super, en qualif, super. C'est ça qu'il y a de bien, tu vois, dans des circonstances exceptionnelles et sur un vrai circuit d'hommes et de pilotage, tu peux avoir des jeunes pilotes comme ça qui tentent un pari, qui le gagnent, et c'est génial. Au moins, ils sortent du paquet, on les voit au milieu des bons. Voilà, donc on voulait le dire, bravo à eux, bravo à ces 4 pilotes de Marussia et de Caterham qui se sont mis en évidence, même si pendant le Grand Prix, on revient un peu... les vraies valeurs, surtout sur le sec, ça aurait été sur le mouillé ou avec des conditions changeantes, c'était pas pareil. Voilà, je crois que vous savez tout un petit peu sur ce Grand Prix de Belgique qui marquait donc la rentrée des classes, on l'a dit tout à l'heure. On se réjouit déjà de se retrouver pour Monza, bien sûr, un des grands rendez-vous de l'année. Un monument, là aussi, vraiment les plus grandes vitesses de pointe. Enfin bon, et puis la bataille là dans le parc de Monza avec les tifosi et les Ferrari chauffés au rouge, j'allais pas la louper celle-là. En tout cas, voilà, la Formule 1 est à suivre sur Motors TV, sur motorsci.com après chaque Grand Prix. C'est le débriefing F1 avec Jean-Luc. On sait que vous êtes de plus en plus fidèles et on vous en remercie bien évidemment. Allez, à bientôt. Salut.